À quelques mois de la présidentielle, la manifestation test de la F24, l'économie sénégalaise reçoit Abdoulaye Taye, physicien à l'université Alioune Diop de Bombay, et Seydina Alioune Ndiaye, économiste. Dimanche 14 mai 2023, bienvenue à l'ère du temps qui accueille aujourd'hui Dr Abdoulaye Taye. Dr Abdoulaye Taye est enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop à Bombay. Il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Un citoyen, un revenu ou la révolution de la redistribution. Le projet Un citoyen revenu est une innovation démocratique selon lui et sociale fondée sur une nouvelle approche de l'émergence par les ménages et de l'entreprise nationale. Nous devions avoir avec nous dans ce studio Seydina Alioune Ndiaye, économiste. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Les téléphones sont dans le vide. On espère qu'il va très bien. On espère aussi le retrouver peut-être dans une de nos émissions. Donc aujourd'hui, nous allons faire l'émission avec Dr Abdoulaye Taye qui est là avec nous, qui, je vous rappelle, est enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bombay. Alors, docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine, on a vu le choc des ambitions. On a vu la manifestation test de F24. Il y avait beaucoup de monde. Mais à la lecture de la manifestation, on a vu quelques contradictions. Khalifa Sall, qui est l'un des leaders de Yewwi Askan Wi, a été interdit de parole. Et d'autres comme Pape Djibril Fall, qui est aussi venu manifester. Comment analysez-vous aujourd'hui la scène politique sénégalaise, les chocs des ambitions à Yewwi Askan Wi et l'aventure de cette coalition à quelques mois de la présidentielle? Merci Alsan de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer sur la situation politique et économique du Sénégal. Naturellement, les ambitions et leurs chocs ne peuvent pas manquer. Si nous voulons la même chose, nous prétendons, nous tous, à être des présidents, le prochain président de la République, c'est tout à fait normal qu'il y ait, en fin de compte, de chocs de ce genre-là. Les gens l'ont dit, nous ne voulons pas être des mouvements de soutien. Donc, nous voulons, nous aussi, nous poser comme des prétendants sérieux et des prétendants donc qui vont essayer d'avoir toutes les chances pour succéder au président de la République. Donc, pour moi, c'est tout à fait naturel, n'est-ce pas, que ces chocs-là, n'est-ce pas, s'expriment aujourd'hui, heureusement pour eux, parce que ça permettra à chacun, n'est-ce pas, de se préparer et donc de prendre des dispositions pour ne pas justement être surpris. Khalifa Sall veut être président de la République, Ousmane Sonko veut être président de la République, Gakou, tout le monde s'est déclaré comme voulant être président de la République. Donc, cet ensemble, n'est-ce pas, est un ensemble, n'est-ce pas, plus ou moins où les sentiments sont cachés, où la sincérité manque, où l'honnêteté manque. Voilà, et à chaque fois quand il y a des occasions, n'est-ce pas, d'arrêter quelqu'un ou bien d'affaiblir quelqu'un, les gens ne manqueront pas d'utiliser ces occasions-là. Donc il fallait s'attendre que la coalition est une coalition conjoncturelle par rapport aux législatives qui étaient passées, de mettre en place une stratégie. Mais après, ils avaient annoncé eux-mêmes que chacun d'entre eux irait à la présidentielle. Et que si l'un des membres de Yewwi est mieux placé au deuxième tour ou dans d'autres circonstances, que les autres allaient le soutenir. Est-ce que le schéma est toujours possible? Oui, le schéma n'est pas possible parce qu'il y a un déséquilibre. Pourquoi? Si nous retournons au niveau de 2012, en 2012, le jeu politique n'était pas aussi clair qu'aujourd'hui. C'est-à-dire en 2012, entre Moustapha Niasse, Tanor Diamsiel et Macky Sall, ce n'était pas visible comme aujourd'hui. C'est-à-dire que le prochain serait Macky Sall. Ce n'était pas aussi donné comme ça. Mais cette fois-ci, c'est presque clair que c'est Sonko qui a les meilleures chances
de succéder au président Macky Sall. Et c'est toute la difficulté de Sonko. C'est en même temps son avantage, en même temps ses inconvénients. Comment? Son avantage, parce que tout le monde se dit, mais c'est Sonko qui sera le prochain président. Donc tout le monde va aller adhérer dans le parti de Sonko. Donc son parti a atteint des niveaux de croissance même qui pose des problèmes à Sonko lui-même dans ses capacités d'organisation. Donc ça, c'est son avantage. Mais c'est son inconvénient parce que les gens savent qu'il sera le prochain. Donc, et le pouvoir et les opposants vont essayer de lui barrer la route. Et si Sonko a ces problèmes-là, c'est parce que sa position est tellement favorable pour succéder à Macky qu'il récolte justement toutes ces... donc qu'il est là en train d'être empêché, n'est-ce pas, d'avancer. Donc c'est en même temps, cette position, un avantage, mais en même temps un inconvénient. Parce qu'en 2012, il n'y avait rien. Tout le monde pensait que même souvent c'est Ousmane, c'est Moustapha Niasse. D'autres peut-être disaient que c'est Tanor, d'autres disaient que c'est Macky. Mais ça, aujourd'hui, c'est clair que c'est Sonko qui a les meilleures chances de succéder à Macky. Donc le jeu est clair. Et là, ça pose des problèmes au président Sonko en tant que leader politique. On a l'impression que ce qui s'est passé lors de la manifestation de la F24 aura des conséquences par rapport à la coalition. Aujourd'hui, les cadres de Taxawu Sénégal vont se réunir et certaines informations disent que la position sera prise clairement par rapport à leur avenir dans Yewwi Askan Wi. Oui, ce qui s'est passé dans la manifestation n'a fait que confirmer et n'a fait que exposer les sentiments de chacun. C'est des sentiments inavoués, c'est des sentiments cachés. Et donc, chacun aujourd'hui sait à quoi s'en tenir. Je pense que ni Sonko, ni Khalifa, ni les autres, personne ne va pas se laisser surprendre par quelque chose qui, évidemment, est quelque chose d'étranger. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a des rivalités, il y a vraiment des conflits qui étaient latents, qui sont exprimés et qui sont des conflits qui sont les conflits vrais. Voilà, qu'il ne faut pas minimiser et il faut donc en tenir compte. Et donc dans le rapport futur, ces conflits vont toujours être présents dans ces rapports-là. Voilà. Et est-ce que maintenant ces conflits latents vont aller jusqu'à les diviser? C'est une possibilité, mais en tout cas, ce sera des conflits qui seront toujours présents dans leur tête et va guider leur conduite et va guider toute leur démarche. Mais entre-temps, il faudrait franchir certains obstacles. Pour Khalifa Sall, il y a l'amnistie qu'on agite. Pour Karim Wade, il y a Ousmane Sonko qui a été condamné à plus de 6 mois, dont l'éligibilité est remise en cause, même si ils ont fait appel par rapport à cette condamnation. Il faut d'abord franchir ces obstacles. Khalifa Sall, avec les gens avec qui il dit allons au dialogue, parce que nous voulons aller au dialogue pour justement régler cette question d'éligibilité. Ousmane Sonko a dit lui il ne va pas au dialogue parce qu'il ne croit pas au dialogue. Donc l'éligibilité de Khalifa Sall pourrait être une contradiction pour Ousmane Sonko à une prochaine élection. Comme Karim Wade. C'est un adversaire de plus dans l'Anderno. Donc il y a tous ces calculs qui sont là. Oui, il y a ces calculs qui sont là. Et je pense que le problème, c'est que les gens se situent à des niveaux qui sont très, très, très différents. Les problèmes d'Ousmane Sonko, ce ne sont pas les problèmes de Khalifa Sall. Voilà. Khalifa Sall, les intérêts sont divergents. C'est-à-dire que c'est même leur position. C'est-à-dire que Ousmane Sonko, il est menacé par un pouvoir qui ne veut pas lui donner la chance de le succéder. Et c'est clair. Voilà. Donc, pour Ousmane Sonko, le pouvoir va tout faire pour l'empêcher de se présenter. Voilà. En tout cas, s'il ne peut pas l'empêcher de se présenter, le pouvoir va l'affaiblir jusqu'à ce qu'il perde ses chances d'être réélu. Ce n'est pas le cas de Khalifa Sall. Khalifa Sall peut être toléré par le pouvoir, Karim Wade peut être toléré par le pouvoir, mais Ousmane Sonko, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi donc Ousmane Sonko essaie en fin de compte de se rétracter et de prendre toutes les mesures pour ne pas tomber dans un piège. Voilà. Est-ce que maintenant le dialogue c'est un piège ou ce n'est pas un piège? Un dialogue, on ne peut pas le refuser.
Voilà, là aussi, c'est quelque part quelque chose où Ousmane Sonko est allé il s'est radicalisé à ce niveau-là, mais il doit effectivement revoir cette position-là. Parce qu'un dialogue, on ne peut pas le refuser. Nous sommes dans un pays où, en fin de compte, quand il y a des instabilités, quand il y a des manifestations violentes, n'est-ce pas, c'est ni bien pour l'image du pays à l'extérieur, ni même bien à l'intérieur, parce que nous allons y perdre. Mais voilà. Il est important dans le débat de rappeler les choses de façon claire. Si Ousmane Sonko aujourd'hui a des problèmes avec la justice, c'est comme il y a l'affaire de Mamba Ignan sur la diffamation, il y a l'affaire Adji Sarr, c'est des questions de justice. Qu'on soit d'accord ou pas, elles sont là. Oui, c'est ça encore l'autre problème à côté du dialogue. La justice aussi, il faut la respecter. Nous n'avons que la justice. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, nous n'avons que la justice. Nous ne pouvons pas... Ousmane Sonko, pour être président de la République, il est obligé de passer par le Conseil constitutionnel. Il ne peut pas passer ailleurs ou autre que le Conseil constitutionnel. Si Ousmane Sonko a des problèmes en justice, lui-même, il va... se plaindre au niveau de la justice pour avoir gain de cause. Donc la justice, c'est tout à fait normal qu'il faut répondre à la justice, qu'il faut respecter la justice. On ne peut pas ne pas respecter la justice. Ce n'est pas une question de politique au niveau de la justice. Maintenant, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, elle peut être instrumentalisée, mais c'est la justice. C'est comme un père qui est mauvais, un père qui est bon. Si tu veux aller chercher une femme, c'est lui que tu vas envoyer et qu'il va demander la main de la fille. Donc, c'est pas parce que la justice, elle est instrumentalisée, la justice, elle est mauvaise ou bien elle n'est pas indépendante que finalement, je ne vais pas répondre. Voilà. Vous avez des avocats, vous avez des gens qui peuvent vous défendre. Allez-y, défendez-vous. Voilà. Oui, mais elle est mauvaise, la justice, quand ça arrange certains. Et quand il faut quand même faire appel, on fait appel à la justice aussi. Oui, mais de toute façon, vous avez tous les moyens de vous défendre au niveau de la justice. Il y a une sorte de contradiction dans la démarche. Même si je ne réponds pas à la justice, oui, parce que je trouve qu'elle est mauvaise, qu'elle ne fait pas son travail, je la récuse. Mais quand mon dossier est là-bas quand même, je fais appel aussi à la justice. Quand on me condamne, je fais appel. Voilà. Donc, tu crois à la justice. Parce que si tu ne crois pas, tu ne vas pas faire l'appel. Pourquoi tu fais l'appel? Tu te dis que bon, la justice elle est mauvaise, donc tu ne peux pas aller faire l'appel. Donc, le problème, il y a ici un problème de marketing politique et un problème de justice. Maintenant, quand tu vas à la justice, tu peux toujours tenir un discours. Ça, je le classe toujours au niveau du marketing politique. Voilà. Mais en fait, en réalité, tu ne peux pas dire que je ne vais pas répondre à la justice. Parce qu'à ce moment, personne ne va plus comprendre. Voilà. Nous, en tant que républicains, en tant que des gens qui sont responsables, nous ne pouvons pas comprendre une attitude qui dit que je ne vais pas répondre à la justice. Le dialogue que le président Macky Sall a appelé pour le 23 mai prochain, devrait, selon beaucoup d'observateurs, poser sur la table la question d'amnistie. L'un des candidats à la présidence, Idriss Seck, a dit qu'il s'oppose catégoriquement à l'amnistie. Pour lui, l'amnistie, c'est les faits qui seront amnistiés. Donc, c'est que d'une période à une autre, tout Sénégalais qui aurait fait telle chose sera amnistié. Les milliards dont on reproche à certains d'avoir pris seront effacés, les crimes seront effacés, et ça concerne pratiquement beaucoup de gens. Ce n'est pas une amnistie pour 2 ou 3 personnes. Ce n'est pas Khalifa seulement et Karim qui seront amnistiés, mais tous les autres Sénégalais qui ont fait des dégâts pendant cette période-là, qu'ils aient pris l'argent du Sénégal, qu'ils aient fait autre chose, seront amnistiés. La position du président Idriss Seck, elle est compréhensible, elle est aussi juste. Voilà. Et donc je pense que c'est une position qui est très 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 acceptable, qu'on ne puisse pas amnistier des faits. Voilà. Maintenant, il y a une loi. Par contre, il préconise que tous les candidats puissent aller à la présidentielle, peut-être en réformant le code électoral, qui va permettre aux gens d'aller à la présidentielle, mais que l'argent qu'ils doivent au pays, qui reste entre les mains de la justice. Moi, je trouve que cette position, elle est très sage, elle est très compréhensible et elle est acceptable. Voilà. Qu'on ne parle pas d'amnistie et qu'on puisse effectivement changer la loi pour permettre aux gens justement d'aller... Mais comment dans un scénario extraordinaire, comment peut-on voir un Sénégalais qui est condamné
qu'on amnistie, qui n'est pas amnistié, qui peut quand même devenir chef de l'État. Comment on peut gérer cette question-là? Sur le plan éthique, sur le plan de la justice. Lui-même, je pense qu'il a aussi expliqué. Il a dit si les Sénégalais, parce qu'en fait, c'est le peuple qui est le dernier juge. S'ils pensent qu'avec tout ce que le gars il a fait, ils peuvent vraiment lui pardonner et l'élire comme leur président, il dit qu'ils ne trouvent pas d'inconvénient. Maintenant, c'est aux Sénégalais, sachant que celui-là, il a fait des choses, est-ce qu'il doit voter pour lui ou il ne doit pas voter pour lui? Maintenant, si la majorité des Sénégalais pensent que c'est pas grave, mais lui, s'il pense que bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, en fin de compte, le dernier mot revient en fin de compte au peuple électeur, revient aux électeurs. Et ça ne pose pas la question de fond par rapport à la citoyenneté, par rapport à la compréhension que le Sénégal peut avoir de la justice. Parce que l'impression qu'on a que la justice au Sénégal, elle est écrite dans la langue étrangère, française, que tous les Sénégalais n'appréhendent pas, les gens ne comprennent pas beaucoup les enjeux. Et il y a un tel jeu qui est fait par des politiciens que le peuple dont on parle n'arrive pas à saisir réellement les enjeux qui sont en jeu. Oui, de toute façon, la justice est une affaire de spécialité. Voilà, il faut l'apprendre pour comprendre. Si tu es partout, même en France où la langue est française, tous les Français ne comprennent pas les arcanes de la justice. La justice, c'est une spécialité, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Voilà. Mais en fin de compte, on a organisé la justice de telle sorte que, même si tu ne comprends rien dans la justice, il y a des gens qui le comprennent et qui peuvent justement te défendre. Et je me suis dit que bon, donc la façon dont on a organisé la justice, c'est vrai, la justice est une discipline extrêmement ambiguë, une discipline où la précision ne crève pas les yeux et les oreilles. Et en général donc, c'est même les techniciens de la justice ont compris ça, en sorte qu'ils ont dit, voilà, à tel niveau, il y a quelqu'un qui va arbitrer, et quand il dit c'est terminé, on ne peut plus, le débat est bouclé. Quand il faut aller, par exemple, déposer sa candidature pour la présidentielle, on a créé ce qu'on appelle un conseil constitutionnel, que ça soit bon, que ça soit mauvais, que les gens soient dignes de confiance ou crédibles, etc. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que on a compris que la justice est tellement compliquée qu'à un certain niveau, il faut donner une structure qui va définitivement donner une position, et quand il donne la position, le débat est terminé. Mais est-ce que c'est pas fait à dessein, le fait qu'on écrive, comment on appelle ça, toutes les lois dans des langues qui ne sont pas maîtrisées par les populations, qu'on ne traduise pas ces langues en langue nationale pour faire comprendre aux populations réellement ce qui se passe, qu'ils ne comprennent pas elles-mêmes les lois qui les régissent? Est-ce que ce n'est pas une sorte d'oligarchie politique, la classe politique sénégalaise, de façon globale, intellectuelle, qui maintient les Sénégalais dans cette situation-là d'incompréhension pour mieux toujours les tourner en rond, essayer de les tromper? Oui, je l'ai dit, même entre déjà les techniciens de la justice, il y a un débat. Voilà. Chacun a sa manière de voir les choses. Voilà. Vous les voyez, c'est toujours des débats qui ne finissent pas. Et c'est pourquoi, au niveau de la justice, on a dit que voilà, quand le débat est lancé, à un moment, voilà, il y a ici une structure qui a le dernier mot. Et c'est terminé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'au niveau de la justice, c'est tellement compliqué, c'est tellement subtil, et que s'il n'y a pas un arbitre qui va dire voilà, c'est terminé, qui va prendre une position, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là que moi je pense que la justice, quelle que soit son organisation, bonne, mauvaise, c'est de la justice. Il faut toujours chercher à l'améliorer, mais la justice, on ne peut pas défier ça parce que c'est un pilier de notre sécurité. Mais le dialogue qu'on a appelé pour le 23 mai, il y a déjà certains qui ne vont pas y aller, d'autres qui vont y aller. Pense, hein. Le 23 mai prochain. C'est pas 21 ? 21 mai prochain. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce dialogue, il n'est pas quelque part plombé du fait que certaines personnes qui sont dans le landerneau politique, qui sont connues, qui ont de l'envergure, n'y vont pas? Est-ce que la question de l'amnistie, si elle est posée, certains ne sont pas d'accord sur cette amnistie, qu'est-ce qui va se passer après? Si, au sortir de ce dialogue, il n'y a ni amnistie pour Karim Wade, ni amnistie pour Khalifa Sall, quels sont les scénarios sur lesquels on peut avoir des scénarios sur place? Bon,
s'il y a un dialogue, si on a appelé les gens à un dialogue, je pense que le gars qui l'a appelé, il a justement le désir d'apaiser la situation. Sinon, ça sert à rien d'appeler un dialogue et après le dialogue, tout le pays se met en feu. Donc, il a une très bonne intention pour régler les problèmes. Et moi, je dis que quand on vous appelle à un dialogue, il faut y aller. C'est pas compréhensible que tu dis que je ne vais pas dans un dialogue. Voilà. Aujourd'hui, le problème de la démocratie, c'est un problème d'opinion. Voilà. On a éduqué l'opinion dans un sens rebelle, on a éduqué l'opinion dans un sens protestataire, contestataire, une opinion où, en fin de compte, qui est vraiment alimentée dans la confrontation et dans le radicalisme intransigeant. Aujourd'hui, les partis politiques ont perdu tous leur identité idéologique et leur identité politique, et à la place, presque, ils sont tous des activistes. Et c'est l'activisme aujourd'hui qui n'a ni idéologie, ni programme, qui s'abreuve, qui s'alimente de contestation, qui s'alimente de protestation, Yanamar, Nyobagne, Nyolank, tout ceci. Oui, mais quelle est la responsabilité des leaders politiques dans cette situation? Parce que si on vous confie un pays, vous êtes un parti politique, vous faites un programme, vous ne le respectez jamais, vous ne respectez jamais vos promesses, les populations, vous ne faites pas le travail pour lequel vous êtes là, et les populations voient que la question de la justice se pose, la malgouvernance se pose, d'autres choses se posent, les gens n'arrivent pas à avoir de travail, pour l'avez promis, vous ne l'avez pas fait, là, les gens n'arrivent pas à se vêtir, à se soigner convenablement, mais après, ils se disent à quoi bon confier le pays à des gens qui, entre guillemets, ne font pas le travail pour lequel ils sont là. Mais ces gens-là, on ne peut pas faire autrement. Voilà, on ne peut pas, on va confier le pays à qui? Nous avons à ceux qui travaillent, à ceux qui respectent leurs engagements. Non, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas un président qui ne veut pas faire en sorte que son pays soit le meilleur des mondes. Je ne vois pas. Mais pourquoi ils n'y arrivent pas? Pourquoi ce qu'ils disent, ils n'arrivent pas à le faire? Ils ne peuvent pas le faire. Voilà, c'est parce qu'il y a une incompétence. Ils ne peuvent pas le faire. Mais du point de vue de sa volonté, n'importe quel leader veut vraiment faire en sorte que son pays se développe, que son pays soit le plus, où les gens vivent le plus librement possible, etc., etc. Est-ce que c'est seulement la question de l'incompétence qui se pose? Est-ce que ce n'est pas une question de volonté politique ou bien de ne pas pouvoir faire des choses parce que vous êtes lié à d'autres situations qui font que dans le système, vous avez du mal à le faire changer? Moi, en tout cas, vous êtes dans le système international qui vous corsette. J'ai une bonne foi parce que dans tous les pays, il y a toujours des mécontents, il y a toujours des présidents, des leaders qui sont contestés. C'est d'ailleurs pourquoi il y a toujours des alternances. Parce qu'à un moment ou à un autre, tu portais de l'espoir sur quelqu'un, tu le portes au pouvoir et après un mandat, 2 mandats, tu vois évidemment qu'il faut changer parce que pratiquement vous êtes dans des difficultés et lui, il ne peut pas vous sortir de ces difficultés-là. Et c'est ça qui fonde justement les alternances. Bon, depuis la chute du mur de Berlin, pratiquement il y a un effondrement idéologique, politique, où en fin de compte, on ne sait plus, toutes les partis n'ont plus d'identité politique, n'ont plus d'identité idéologique. Aujourd'hui au Sénégal, c'est des libéraux qui se liguent, qui se battent contre des libéraux. C'est des socialistes qui se battent contre des socialistes. Au pouvoir, il y a des libéraux, dans l'opposition, il y a des libéraux. On ne sait plus. Nous sommes dans une confusion totale où il n'y a plus d'identité idéologique, il n'y a plus d'identité politique. C'est l'activisme qui a ses galons d'or. Est-ce que l'histoire des idéologies, c'est pas des faux débats? Est-ce que le vrai débat, c'est que les Sénégalais, quand les gens vous choisissent, vous mettent à la tête d'un État, c'est pour que vous régliez leurs problèmes, qu'ils arrivent à manger, à se vêtir, à vivre, à avoir un travail dignement. C'est ça le plus important de tout. Toutes les autres idéologies-là, est-ce que ce n'est pas des problèmes de faux alibis, qu'on essaie d'enfariner les gens dans des idéologies qui, au fond, l'essentiel, c'est que les humains arrivent à vivre en paix, à trouver du travail, à se vêtir, à être dignes. Exact.
C'est pourquoi d'ailleurs les activistes ont des galons d'or, hein, en or. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'activisme qui est vraiment, n'est-ce pas, à cheval. Ce n'est plus des partis politiques, mais les partis politiques sont devenus des activistes. Voilà. Aujourd'hui, quand vous allez dans des rassemblements partout, n'est-ce pas, on parle plus de programme. On parle tout simplement de mécontentement du peuple, difficulté du peuple, etc., etc. Comme vous le dites, il faut donc donner au peuple les moyens de vivre, les moyens, n'est-ce pas, d'exister par un pouvoir d'achat confortable. Aujourd'hui, c'est la question fondamentale qui est aussi posée. Voilà. Même s'il y a des partis politiques qui parlent de libéral, de socialisme, etc., ils sont noyés, n'est-ce pas, dans cette vague activiste, n'est-ce pas, qui pose le problème fondamentalement des populations. Et ils sont vraiment tellement liés aux populations qu'en fin de compte, ils vont mettre le doigt sur ce qui fait mal au niveau des populations. Et c'est ça qu'il faut régler. Est-ce que justement, c'est parce que les partis politiques ont échoué dans leur conduite de changer la vie des gens? Car chaque parti politique aspire à diriger un pays. Quand on crée un parti politique, c'est pour accéder au pouvoir, essayer de changer la vie des gens. Et si le constat est fait de façon globale en Afrique et dans nos pays, que les partis politiques n'ont pas changé grand-chose dans la vie des gens de tous les jours, et que le pays a des ressources, que les ressources sont inégalement réparties, que la classe politique s'accapare des ressources en laissant les jeunes dans la rue, les invisibles qui n'arrivent pas à s'en sortir, les gagnent peu, alors que ceux qui leur a confié appartient aux Sénégalais qui leur ont donné ça. Ils n'ont pas rempli la part de leur contrat. Les partis politiques n'ont pas échoué. Ils sont dépassés par la réalité. Mais ils ont échoué. Quand vous n'arrivez pas à vous adapter à la réalité, vous avez échoué. Voilà. C'est-à-dire que la manière dont ils procédaient, leur démarche est dépassée. Voilà. Est dépassée. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a ce qu'on appelle l'activisme. Voilà. L'activisme aujourd'hui, ce sont des jeunes, il est porté par des jeunes, n'est-ce pas, qui évidemment sont plus concernés par l'avenir que les autres. Mais parce qu'ils sont touchés eux-mêmes directement par ces problématiques. C'est ça. Donc ils ont pris donc en charge leurs propres préoccupations et ils posent ça. Et ils posent ça à leur façon, de manière émotionnelle, de manière passionnelle, de manière souvent radicale, n'est-ce pas, et de manière même confrontationniste, si vous permettez le mot, tu vois, de telle sorte qu'en fin de compte, les partis sont obligés d'être à leur traîne. Voilà. Aujourd'hui, ce sont ces activistes-là qui mènent la bataille sociale, la bataille économique. Voilà. Et donc, seulement leur problème, c'est que ils n'ont pas cette éducation, cette retenue, n'est-ce pas, qui fait évidemment qu'on ne va pas sombrer dans des instabilités et on ne va pas sombrer justement dans des difficultés. Parce que c'est la même chose en France, etc., etc. Partout, vous voyez comment les gens agissent de manière très émotionnelle et de manière très passionnelle, en cassant, en violentant, en insultant. Et tout ceci, justement, c'est quelque chose donc qu'il faut vraiment polir au niveau de l'activisme pour donner à l'activisme ce visage humain, ce visage de sage, mais aussi ce visage de vérité et de profond espoir. Oui, on a parlé d'économie, vous en avez parlé tout à l'heure. Je pense que c'est un volet important du débat qu'on va aborder dans cette deuxième partie. On a dit que le Sénégal, l'économie sénégalaise, aujourd'hui, c'est levée de fonds. On a vu l'État lever de fonds 1150 milliards que le FMI a donné au Sénégal. On parle de levée de fonds. Est-ce que cet argent que l'on prend, il a un impact réel sur la vie des populations de tous les jours? Vous avez sorti un livre qui s'appelle Un citoyen, un revenu, ou la révolution de la redistribution. En quoi redistribuer l'argent des Sénégalais de façon effective peut avoir un impact sur leur vie? Exact. Aujourd'hui au Sénégal, nous avons du pétrole et du gaz. Donc on peut emprunter beaucoup d'argent, peut-être même plus de 1150 milliards tant que le pétrole et le gaz est là. Mais l'argent va où? Bon, l'argent maintenant, c'est à nous de décider et de contrôler. Et d'ailleurs, c'est tout le débat politique, c'est tout le fait que bon, chacun dit que je veux être président et puis faire mieux que l'autre. Alors, le problème maintenant de l'économie, c'est la population. C'est une question sociale
et économique. Et même culturel. Et même culturel. Et quand on approche une société, il y a des besoins qu'on appelle les besoins primaires. Les besoins sans lesquels une personne ne peut rien faire. Une personne qui ne mange pas. Se nourrir, se vêtir, se soigner, s'instruire, se loger. Alors, et travailler. Absolument, il faut travailler. Donc, il y a 6 besoins fondamentaux. Et si on ne les satisfait pas, tout ce qu'on peut faire, C'est l'échelle de Maslow. voilà, tout ce qu'on peut faire n'aura pas d'impact. Alors, nous, au niveau de notre livre, nous avons analysé, nous avons répondu à ces 6 besoins. Voilà. Et nous avons dit donc, avec ces 6 besoins, une fois que nous allons régler ces 6 besoins, nous allons mettre en place une situation sociale qui permet à l'homme de se libérer de pas mal de contraintes et de se prendre en charge. Allons-y, commençons par le premier besoin. Comment vous allez régler la question de la nourriture? La nourriture, j'ai dit qu'il faut un revenu de base. Comment? Un revenu de base, c'est donner à chaque Sénégalais un revenu. Comment? C'est le budget. On va prendre un tiers du budget et on va transférer ça directement au niveau des masses. Mais ça se fait déjà avec les bourses familiales, non? Tout le monde. C'est la Il faut différence. que tous les 22 millions de Sénégalais, Tout le monde. que chaque Sénégalais ait un revenu, Oui, un revenu. que l'État lui donne. Oui. Où est-ce que vous allez prendre cet argent? Cet argent-là, déjà, il est là. Il est où? Déjà, si vous prenez simplement le discours de 1er mai 2023, de nouvel an du président de la République, il a fait état déjà d'une subvention et de prestations sociales de 1500 milliards. D'accord, cet argent, vous allez l'emprunter. Non, non. Vous l'avez où, C'est cet le argent? président lui-même qui l'a dit. Non, je parle de l'argent que vous allez donner aux Sénégalais. Est-ce que vous allez l'emprunter? C'est une dette. C'est 1500 milliards de subventions. C'est une dette. On leur verse ça. Non, c'est des subventions sur les prix. Ces 1500 milliards-là, on les verse dans la population. D'accord. Donc déjà seulement au niveau donc de son discours, j'ai même pas mis en place. Et vous pensez que les 22 millions de Sénégalais dont l'ANSD va sur les Je ne sais pas c'est combien. Hein? Oui, il y a 17 millions, l'ANSD, dans les projections, on parle peu de 22 millions. Bon, est-ce que je chaque crois pas Sénégalais, vous parlez de chaque Sénégalais, aura un revenu? Voilà. Combien il va avoir comme revenu? Et comment on va répartir le revenu? Voilà. Comment on va le répartir? On donne à chacun. Combien? Chacun aura combien? 1000 francs, 500 francs, 10 000 francs, combien? Là, c'est la réalité que je vais trouver. Moi, j'ai fait une proposition, voilà, qui est ma proposition, mais en fin de compte, tout dépend de la réalité qu'on a trouvée là-bas. Voilà. Donc, je vous dis tout seulement que ces 1500 milliards, voilà, on peut l'injecter au niveau justement de l'économie, mais en le transférant directement aux populations. Voilà, ça c'est une solution, n'est-ce pas? L'autre aspect, c'est que on n'a pas pris, parce que j'ai fait assurance maladie obligatoire liée au revenu. C'est-à-dire que si Alassane reçoit un revenu, obligatoirement, il doit faire une assurance maladie. Donc l'argent que vous donnez à chaque Sénégalais, c'est sur cet argent, il doit en même temps se faire assurer. Obligatoirement. Donc vous retirez par la main gauche, vous allez donner par la main droite. Non, non, c'est pas tout. De toute façon, on a calculé ce qu'il a besoin de se nourrir et de se soigner, et on lui donne, et ça maintenant, on l'oblige, n'est-ce pas, à verser, à aller adhérer dans une caisse d'assurance. Voilà. Ce qui fait donc que même les dépenses au niveau donc, de la santé sont ici même prises en fin de compte par le citoyen lui-même. D'accord. Le deuxième point de votre c'est se vêtir. Comment se vêtir? Bon, se vêtir, c'est toujours dans le revenu de base. On doit encore acheter. Oui. L'État doit acheter des vêtements au Sénégal. Non. C'est quand on te donne le revenu de base, tu peux te nourrir, tu peux te loger, tu peux effectivement te vêtir. Donc, c'est le revenu de base qui englobe toutes les 5 questions. C'est ça. Les 6 questions. Non, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je mets en place 5 opérateurs. Le premier opérateur, ce sont des opérateurs sociaux et démocratiques. Le premier opérateur, c'est le revenu de base. Le deuxième, c'est l'assurance maladie obligatoire. Le troisième, c'est la bourse de 100 000 francs par étudiant. Et le quatrième, c'est l'énergie solaire.
photovoltaïque, mais sur la base de systèmes domestiques, pas de centrales solaires. Le cinquième maintenant, c'est ce qu'on appelle le fonds d'investissement et de garantie associé à un actionnariat populaire. Et c'est cet actionnariat populaire qui va mobiliser toutes les ressources nationales pour effectivement en faire, n'est-ce pas, un fonds d'investissement qui va financer tout le primaire. Oui, mais c'est-à-dire agriculture, élevage, pêche, artisanat, etc., etc. Mais comment arriver à donner à chaque citoyen un revenu dans un pays qui ne produit pas assez? Vous ne produisez pas assez. Ce qui se passe au Sénégal, vous avez 600 milliards de francs CFA par an de produits alimentaires importés. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 1500 milliards de subventions. Oui. Soit on le met comme subvention, soit on le retire et on le donne directement. Quand on le fait comme subvention, la subvention, c'est pour celui qui achète. Si je n'achète pas, je ne bénéficie pas de la subvention. Si j'achète plus que toi, je vais avoir plus de subventions que toi. Donc le riche va prendre plus de subventions que le pauvre. Donc c'est ça qu'il faut corriger. C'est pourquoi je dis il faut le prendre et le verser directement. Et celui, le paysan du Wallo, lui, il produit son riz. Il n'a pas besoin de la subvention du riz. Il pourrait prendre cette subvention et l'utiliser à autre chose. Mais tout ça, vous le faites dans un contexte où vous n'avez pas de souveraineté monétaire, où vous allez emprunter de l'argent. Le CFA, franc CFA, est garanti par une monnaie étrangère. Vous n'avez pas votre propre monnaie. Comment aujourd'hui arriver à gérer l'économie sans souveraineté monétaire? Je n'ai pas beaucoup bien compris la question. La question, c'est qu'aujourd'hui... Ce que nous vivons ici ne change rien. Ah oui, non, on ne change absolument rien. La question on que a je pose, des subventions, on prend les subventions, de on les façon, mettre comme ça, cet on argent, les envoie... Cet argent, le franc CFA est garanti par l'euro, oui, à l'extérieur. Oui. L'argent qui circule dans ce pays-là, il faut l'emprunter. Oui. Pour le faire marcher. Les autres pays ont leur planche à billets, ils peuvent faire l'inflation jusqu'à 1000 inflations s'ils veulent, parce qu'ils ont leur souveraineté monétaire. Est-ce que dans un contexte où tu n'as pas de souveraineté monétaire, où tu as le FMI, la Banque mondiale qui vous disent ne faites pas ci, faites cela, faites pas cela, vous ne pouvez pas vous endetter parce que votre taux d'endettement n'est pas possible, parce que vous devez rembourser, comment, dans ce contexte-là, donner l'argent aux Sénégalais? Mais déjà, avec la bourse de sécurité familiale, on est en train de donner l'argent aux Sénégalais. Et je vous dis, pas tous les Sénégalais. Non, mais avec les subventions aussi, on donne l'argent aux Sénégalais, parce que la Banque mondiale a dit arrêter les subventions, etc. Oui. Si tu regardes. Voilà. Donc, le problème, ce n'est pas, en fin de compte, un problème de souveraineté monétaire. Ah si. Non, ce n'est pas un problème de souveraineté monétaire. Le problème, c'est tout simplement une question de politique sociale efficace. Et moi, je dis que cette politique sociale est 10 fois plus efficace que toutes les politiques que nous avons et qui, en fin de compte, ne coûtent pas trop cher. Je vous ai dit, 1500 milliards qu'on a presque donné, surtout au niveau de l'énergie par exemple, on l'a donné presque à des entreprises. Voilà, on n'a pas donné aux paysans du Wallo qui ne reçoivent même pas de l'électricité. Donc ça, ce sont ces anomalies-là que nous sommes en train de corriger. Voilà, quand on dit il faut prendre cette subvention-là et donner directement à la population qui va gérer elle-même, n'est-ce pas, cette subvention-là selon ses besoins. Donc il a la liberté de dépenser cela et dans toutes les circonstances. Voilà. Et ça ne pose pas un problème. Au niveau, je ne pense pas qu'au niveau international, ça va poser un problème. Parce que j'ai vu Marine Le Pen avait dit pendant les campagnes de 2022 qu'il donnait 200 € par personne. Voilà. Mais ça, l'économie française, c'est pas l'économie sénégalaise. C'est pas la même chose. La France est assez industrialisée, elle produit de la richesse. Est-ce qu'aujourd'hui... J'ai l'impression que... c'est-à-dire que la subvention, ce que je fais et la subvention, c'est la même chose. Hein? La différence, c'est qu'au lieu de l'intégrer dans le produit, moi, je le donne directement aux populations. C'est la seule différence. Oui. La subvention, tout le monde peut en bénéficier, même le touriste. Même celui qui n'est pas sénégalais bénéficie de la subvention. Mais quand je le donne directement, le touriste ne va pas en bénéficier. L'étranger ne va pas en bénéficier extra. Donc moi, j'essaie tout simplement... Vous changez le mode. Je change le mode. De redistribution. Voilà. Mais toujours est-il la question de fond, elle est là.
un pays qui ne produit pas assez pour nourrir sa population, c'est un problème. Vous avez 240 000 hectares de Saint-Louis jusqu'à Bakel, vous avez de l'eau, vous avez du soleil, vous avez des terres arables au sud du pays. Ici au Sénégal, vous continuez à subventionner les importations. C'est un problème. Voilà. Donc, pour terminer avec ce revenu de base, n'est-ce pas, nous allons tout simplement, n'est-ce pas, avec déjà le pétrole et le gaz qui va venir, ce pétrole et ce gaz-là, on n'a pas d'instrument pour distribuer les retombées. Et le revenu de base, c'était le meilleur instrument aujourd'hui pour redistribuer ces retombées du pétrole. Il y a un fonds qui est prévu pour les générations futures. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un fonds pour les générations futures? Ça n'a aucun sens. Ça a réussi ailleurs, en Norvège, En Norvège, etc. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi? Voilà. Ce qu'on lègue aux générations futures, c'est le patrimoine infrastructurel. C'est ce que nous avons bâti ici, les routes, les hôpitaux, etc. C'est ça qu'on lègue aux générations futures. C'est pas de l'argent qu'on va les léguer. Mais c'est pas de l'argent. C'est peut-être l'argent qui est mis en place pour construire le pays après. Qui n'a aucun sens. Et je ne sais même pas comment ça fonctionne. Ça n'a aucun sens. Cet argent-là, il est là, on le donne aux gens qui sont présents et on essaie de bâtir un pays. Il y a l'avenir aussi. Et les non, mais c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Quand maintenant je le donne aux populations, n'importe quel bébé qui va naître aujourd'hui va en bénéficier. Voilà. Quelle génération? Mais vous n'avez pas répondu à ma question de fond. C'est la question de savoir, est-ce que dans un pays qui a autant de ressources, on peut continuer à toujours importer ce que nous consommons? Ah justement, là maintenant c'est le FIGAP, c'est le 5e. Voilà, c'est le 5e opérateur qui va résoudre ce problème-là. Comment? Dans ce 5e opérateur, nous allons mettre 1000 milliards dans l'agriculture sans que l'État débourse un seul sou. C'est ce qu'on appelait l'actionnariat populaire. Donc, les paysans... Mais les 1000 milliards, c'est déjà annoncé. Le Soleil a dit la fois dernière que l'État du Sénégal a levé 1000 milliards, milliards pour mettre ça à la SAED. Pour mettre ça à la SAED. Oui. Moi, j'ai entendu on va mettre 100 milliards dans l'agriculture. J'ai lu dans le Soleil que 1000 milliards sont prévus de lever de fonds pour la SAED. Voilà, mais la différence, c'est que l'État ici ne mettra un seul sou. Oui, l'argent viendra d'où? C'est les paysans eux-mêmes qui vont investir, qui vont mettre les sous. Comment? Voilà. Le paysan, il va mettre les sous parce que le paysan, il a sa terre. Le paysan, c'est lui qui produit. Le paysan, il a son revenu de base. Et le paysan, on peut lui donner 1 million de francs. 1 million de francs, s'il y a seulement 1 million de paysans, on peut donner à chaque... On peut prêter à chaque paysan 1 million, ça fait 1 milliard, 1000 milliards, n'est-ce pas? Et une fois, par exemple, que on va créer donc de grandes entreprises, et ces grandes entreprises, les paysans, les éleveurs, les pêcheurs sont actionnaires dans ces grandes entreprises, et ce sont maintenant... C'est le fonds d'investissement, le FIGAP, qui va donc prêter à chaque paysan, si on prend seulement les paysans, chacun 1 million, et 1 million de paysans multiplié par 1 million, ça fait 1000 milliards, et dans cette entreprise, on peut avoir un actionnaire. Par exemple, si tu prends Sénéguénia qui est au Wallo, qui cultive la pomme de terre, Sénéguénia peut occuper les 30%, mais les 70%, on le donne maintenant aux paysans. C'est-à-dire que c'est une entreprise où les paysans sont présents. Mais d'où vient cet argent? C'est ça que je vous ai dit. Je vous dis qu'il y a un fonds d'investissement qui est là. Il vient d'où? Ce fonds même des privés peuvent vous le prêter. Parce que c'est de l'argent, on est sûr qu'on va le rentabiliser. Voilà. Parce que ce sont des paysans qui produisent du riz, qui produisent de la tomate, qui produisent des oignons, qui produisent. Et que ce prêt qu'on leur a donné est garanti par le produit du travail du cultivateur. Il est garanti aussi par son action parce qu'il va recevoir des dividendes au niveau de l'entreprise. Donc il y a deux revenus qui vont garantir ce prêt de 1 million. Donc celui qui prête ne risque absolument rien. Voilà. Et le paysan maintenant ne va pas comme avant, n'est-ce pas,
produire, vendre, on lui donne 2000 francs, et puis voilà, tout le reste est empoché par justement le transformateur, le commerçant, etc., etc. Et tout ça, vous le faites dans quel contexte d'industrialisation? Comment vous allez industrialiser les choses? Mais l'industrie, c'est pas un État qui va industrialiser. L'industrie, c'est Alassane qui va effectivement voir qu'ici, il y a maintenant des opportunités, et Alassane va essayer de chercher une entreprise, une industrie, et de créer et capter justement ces opportunités-là. Ce n'est pas un État qui va industrialiser. Un État organise. Un État ne fait pas de l'économie. Voilà. Oui, mais avec la Covid qui a frappé beaucoup de pays à travers le monde, avec la crise ukrainienne, on voit que l'État revient au cœur des politiques publiques d'industrialisation. La France aujourd'hui est en train d'investir dans l'industrialisation. L'État français investit dans l'industrialisation. Parce qu'ils ont compris que c'est pas seulement les privés qui doivent investir. L'industrialisation de l'État, l'État ne peut pas industrialiser. Il revient au cœur des politiques, l'État revient. Il y a des industrialisations telles que l'armement, telles que peut-être des industrialisations plus stratégiques où l'État peut faire, mais il y a des industrialisations que l'État ne va pas faire. Parce que vous voyez, maintenant, l'État peut toujours défendre sa politique, son marché, etc., etc. Mais en fait, c'est pas à l'État justement de mettre en place des industries pour. C'est pas ça le rôle de l'État. Mais l'État peut encadrer. Voilà. Et dans cet État-là que nous allons faire, sera un État effectivement qui va se concentrer sur justement la promotion de l'agriculture, la promotion du secteur primaire. Parce que quand le secteur primaire est bon, toute l'économie marche. Toute l'économie marche. Voilà. Non seulement le secteur primaire va produire, va donner les produits, mais le secteur primaire va acheter les produits transformés. Donc tout ça marche. Alors donc c'est ça le cœur de notre livre, c'est ça le cœur aussi de notre vision du développement, et nous sommes sûrs que c'est beaucoup plus démocratique que nous sommes en train de faire. Tout cela pour le mettre en musique, il faudrait qu'il y ait la paix. Parce que la paix est la denrée la plus rare. Oui. Il faut revenir un peu là où on avait démarré cette émission par rapport à la situation politique qui est très tendue. On a des camps qui sont pratiquement en chien de faïence. Mieux que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter que cette chance que l'on dit pour le Sénégal, qu'elle ne soit pas gâchée par des confrontations? Parce que on a l'impression qu'au Sénégal, que chacun est assis attendant que le chaos s'installe. Qu'est-ce qu'il faut faire entre-temps pour éviter d'aller vers des situations extrêmement dommageables pour le Sénégal? La situation politique repose sur 4 acteurs. Le pouvoir, l'opposition, la justice et l'opinion. Il faut que ces 4 acteurs prennent chacun ses responsabilités. L'opinion, c'est en même temps l'interaction entre la justice, le pouvoir et l'opposition. C'est cette interaction qui donne une opinion. Et si cette interaction elle est violente, si elle n'est pas policée, si elle n'est pas civilisée, elle va donner naissance à une opinion qui est une opinion rebelle. Oui, du moment qu'on est dans cette situation-là, il y avait toujours des acteurs qui apaisaient la situation quand elle est tendue. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui justement pour que ces acteurs-là, ces Sénégalais-là qui sont imbus de paix, de calme et de sérénité et qui ont en cœur l'intérêt du Sénégal, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour éviter la situation difficile que vivent les pays de la sous-région? C'est ça que je suis en train de le temps voilà. Très vite. Oui. Voilà. Donc, je vous dis seulement, donc, il y a l'opinion et tout part de l'opinion. Et l'opinion, c'est le pouvoir, c'est l'opposition, c'est la justice, c'est la société civile. Donc, c'est même les marabouts, c'est tout le monde. Est-ce que vous voyez? Et cette opinion-là, maintenant, il faut que ça soit une opinion éduquée. Une opinion éduquée dans les valeurs de la sagesse. Une opinion éduquée dans les valeurs du dialogue, une opinion éduquée dans les valeurs du compromis. Mais moi, si cette opinion-là... Je veux une réponse pragmatique. Où est-ce qu'on doit s'orienter pour éviter le chaos aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand je dis ça, quand je dis que l'opinion doit être éduquée dans les valeurs de la sagesse, du compromis, etc., je veux dire que tous les acteurs de cette opinion, que ce soit les partis politiques, ils doivent faire en sorte que l'opinion soit une opinion sage, une opinion qui n'est pas protestataire. La société civile doit aussi faire en sorte que dans son discours, que cette opinion soit sage. Donc tous ces gens qui sont des acteurs et qui contribuent à la
à l'émergence de cette opinion, doivent éduquer, doivent aller dans le sens d'une opinion ouverte au dialogue, d'une opinion de compromis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnalités auxquelles vous pensez dans ce pays qui doivent jouer le rôle de rapprocher les positions pour éviter le... Vous, les journalistes, en premier lieu, vous devez effectivement accompagner cette opinion-là dans ce profil-là. Il faut vraiment contrôler le discours, essayer de suggérer, de faire des suggestions. Les marabouts, nous les enseignants, partout, nous sommes les acteurs de l'opinion. Et il faut maintenant donner justement une opinion qui est sage, qui n'est pas en fin de compte débile, mais qui effectivement est une opinion très sage, qui peut faire de la paix, parce que si l'opinion, elle est une opinion pratiquement faible, elle peut donner de l'instabilité et la paix civile est totalement menacée. Donc il faut des valeurs de compromis, des valeurs de dialogue. Merci infiniment, Dr Taye. Et nous sommes tous responsables. Merci. Vous êtes responsable, absolument. je suis responsable, tout le monde. Merci, Dr Taye. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. Nous devions être avec vous dans ce studio avec M. Seydina Alioune Ndiaye, économiste, pour faire un débat. Il n'est pas venu. Donc on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV, de iRadio, avec nous pour parler de l'ère du temps. Je rappelle, comme vous l'avez dit, vous êtes sorti un livre, un citoyen, un revenu. Mais la question la plus importante dans un pays, comme l'a dit Oufet Boigny, c'est la paix. La paix, c'est le début et la fin de tout. Il est important que tous les acteurs soient plus raisonnables et qu'ils savent que le Sénégal est au-dessus de tous, qu'ils soient de l'opposition, du pouvoir, le Sénégal avant tout. Merci à Biran Sissé qui a assuré la partie technique, à la Sambo Diop au micro. Excellent dimanche à tous.